Nous avons tous besoin de nous loger, et si possible, dans un habitat agréable et pas trop cher. Mais les loyers et les coûts de construction ne cessent d'augmenter, et les grandes villes manquent cruellement de logements. En fin de compte, il s'agit de créer une offre là où les gens veulent habiter. Mais le secteur de la construction est délétère pour le climat, et certains chercheurs appellent à une refonte radicale de notre façon de penser. Il va falloir qu'on se parle pour savoir si c'est normal qu'on continue comme ça. Comment pouvons-nous créer plus de logements abordables tout en respectant le climat? Est-ce que les deux sont compatibles? Ou bien faut-il interdire les logements neufs pour protéger le climat? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie du travail et je m'intéresse aux questions complexes et controversées de notre époque. Les logements sont rares et souvent beaucoup trop chers, surtout dans les grandes villes. En même temps, le logement et surtout la construction sont responsables de près de 40% des émissions mondiales de CO2. Alors comment faire? C'est sur le site de l'entreprise Goldbeck, l'un des plus grands groupes de BTP en Europe, que je souhaite mener la discussion. Ici, des bâtiments sont construits à la chaîne dans d'immenses halls. Comment concilier construction durable et logement abordable pour tous? Est-ce contradictoire ou est-ce qu'en réalité, tout le monde se fiche du climat? Comment concilier désir et réalité? Deux chaises, deux invités. Je vais les interroger séparément pour me forger ma propre opinion. Quelle est la situation actuelle en Allemagne? Faut-il construire plus de logements? Selon les données existantes, nous aurons besoin d'1 million de logements supplémentaires dans les prochaines années. L'objectif actuel, qui est de 400 000 nouveaux logements par an, est loin d'être atteint. Le nombre de permis de construire a également considérablement diminué. Donc même si on n'est pas très bon en maths, on se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose. Jan-Hendrik Goldbeck est ingénieur en économie et dirige une entreprise de BTP. Il considère que grâce aux technologies durables, nous n'aurons pas à renoncer à construire des logements neufs, d'autant que la demande est forte. Si j'ai à disposition une friche industrielle ou un champ constructible, je peux très rapidement construire un grand nombre de logements. En fin de compte, il s'agit de créer une offre et de la créer là où les gens veulent habiter. Les logements accessibles et disponibles sont rares, surtout dans les villes, et c'est le cas dans toute l'Europe, alors qu'il y a des logements vacants dans les zones rurales. Pourtant, en Allemagne comme en France, 3 personnes sur 4 vivent en ville. Et ça fait grimper les coûts. Entre 2010 et 2023, les loyers ont augmenté de 23% dans l'Union européenne et les prix à l'achat de 47%. Dans l'UE, environ 70% des personnes sont propriétaires de leur logement, mais seulement 64% en France et 50% en Allemagne. Aujourd'hui, les Européens consacrent en moyenne près de 20% de leurs revenus pour se loger. Certains sont particulièrement touchés par la crise du logement. Plus les gens sont pauvres, plus la part du revenu consacré au logement est grande. Nous devons construire davantage. C'est le seul moyen de pallier la pénurie de logements, n'est-ce pas? C'est vrai que nous avons besoin de plus de logements. Mais il ne faudrait pas prendre pour argent comptant ce chiffre de 400 000. Mieux vaut se demander si nous devons vraiment faire du neuf. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution qui prendrait en compte l'environnement? Tim Rinitz est professeur en développement urbain et territorial à l'université Leibniz de Hanovre. Il estime que pour des raisons écologiques, on ne peut plus faire délibérément le choix d'habiter dans des logements neufs. Ce chiffre de 400 000 logements qui manquent en Allemagne, je l'ai souvent entendu. Mais si je comprends bien, vous dites que ce n'est peut-être pas la réalité. Prenons un exemple extrême, celui d'une petite ville en déclin en zone rurale. La commune perd des habitants, mais on y construit quand même de nouveaux bâtiments.
Parce que les gens préfèrent construire une maison neuve à la périphérie de la ville plutôt que d'emménager dans un immeuble ancien au centre-ville. J'ai lu ce chiffre incroyable selon lequel le secteur du BTP est responsable d'environ 30% des émissions de CO2. Selon certaines estimations, ce serait même 40%. Tout dépend de la quantité d'énergie et d'émissions produites lors de la construction d'un bâtiment, mais aussi pour son utilisation. Si on additionne tout ça, on arrive à 40%. L'énergie dépensée pour créer des bâtiments est appelée énergie grise. Environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie d'un nouveau bâtiment émanent de la construction elle-même, calculée sur une durée d'utilisation de 50 ans. À cela s'ajoute l'énorme consommation de surface. Chaque jour, des zones sont imperméabilisées pour les transports et l'urbanisation. Pour toutes ces raisons, le secteur de la construction a du retard en matière de neutralité carbone. Les émissions de CO2 augmentent. En 2022, elles étaient plus élevées qu'en 2015, notamment parce qu'on continue à construire du neuf. En Allemagne, il existe des subventions pour soutenir l'efficacité énergétique des bâtiments. En France et au Danemark, c'est différent. Depuis peu, ces pays ont imposé des directives sur la quantité de CO2 par mètre carré que la construction est autorisée à générer. Et ces valeurs maximales sont censées baisser à l'avenir. On observe un changement ou l'écologie ne joue aucun rôle dans le secteur de la construction? Je ne veux pas mettre tout le secteur du BTP dans le même sac, mais j'observe que ce discours sur la durabilité que nous menons de manière très intense depuis 20 ans vise toujours le résultat final. L'habitat doit devenir plus vertueux, mais personne n'interroge la façon de le construire. Je vous donne des chiffres qui m'ont personnellement marqué et influencé. Si je ne me trompe pas, le trafic aérien mondial est responsable de 2% des émissions de CO2. Le béton et le ciment sont responsables de 8% des émissions mondiales de CO2. Le ciment est mauvais du point de vue du CO2, pour l'instant. Et nous devons y travailler. Une solution simple serait bien sûr de tout faire en bois. Mais on ne peut pas. Il n'y a pas assez de bois et il est nettement plus cher. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il faudrait renoncer, si possible, à construire du neuf? Oui. Je ne pense pas que nous puissions et devions toujours y renoncer. Mais le secteur de la construction est, comme vous l'avez dit à juste titre, l'un des plus grands pollueurs de la planète. Il faut prendre ça au sérieux. Une solution consisterait à construire le moins de neuf possible et à utiliser au mieux les bâtiments existants. Absolument. Mais nous avons oublié de nous poser une question très importante. Est-ce que c'est judicieux ? Admettons que j'ai un immeuble de bureau en centre-ville. Il faudrait donc simplement que je fasse ça et ça. OK. Mais dire simplement, c'est un déni de réalité. Dans un immeuble de bureau, je vais devoir créer un tout nouveau système de raccordement, car de nos jours, il faut équiper chaque appartement d'une ou deux salles de bain. Et puis je vais refaire complètement la façade. Le résultat sera sans doute très beau, et les gens voudront y vivre. Mais ce ne sera pas abordable. On sera à 8 000, 9 000, 10 000, 12 000 euros le mètre carré. Est-ce raisonnable? Il faut choisir. Ou bien je dépense entre 2 000 et 2 500 euros le mètre carré, c'est le prix du neuf à bas prix, ou je veux faire des choses qui coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Le fait que l'ancien coûte plus cher que le neuf relève presque de la perversion économique. Ça vient notamment du fait, du moins pour l'instant, qu'un bâtiment ancien rénové doit répondre aux mêmes normes de construction qu'un bâtiment neuf. En termes d'accessibilité, de protection contre les incendies, de places de stationnement, de mise à niveau énergétique, etc. Ça rend ces bâtiments rénovés extrêmement chers, parce qu'ils n'étaient pas prévus pour ça. C'est la raison pour laquelle il y a un fort lobbying d'ONG comme Architects for Future, mais aussi de l'ordre des architectes et de fédérations professionnelles, pour que la rénovation soit plus simple et coûte moins cher que le neuf.
Malgré les apparences, on est loin d'une start-up. L'entreprise berlinoise Concular compte aujourd'hui plus de 60 salariés et se considère comme une pionnière en Allemagne en matière de construction circulaire. Mais qu'est-ce que ça signifie? Dominique Campanella est l'un des 3 fondateurs. Un jour, on a vu sur un chantier que des matériaux avaient été démontés parce que le bâtiment devait être démoli. Et ces matériaux se sont retrouvés à la décharge, alors qu'un peu plus loin, un nouveau bâtiment était construit avec exactement les mêmes matériaux, mais neufs. Donc on jette des matériaux dont on a besoin. Il fallait faire quelque chose. Réutiliser des éléments de construction au lieu de les jeter, rien de plus logique a priori. Mais comment ça fonctionne concrètement? Yannis Venderholm est chef de projet chez Concular et s'occupe de jouer les intermédiaires. Outre les bâtiments qui sont démolis, il gère aussi des surfaces de bureaux désaffectés. C'est le cas de l'ancien siège d'une chaîne de salles de fitness. Cet immeuble de bureaux de 5 étages doit être entièrement vidé, y compris le système d'éclairage, les plafonds acoustiques, les cloisons de séparation et tout ce qui va avec. On a fait un inventaire, on a compté et mesuré chaque élément, puis on les a enregistrés dans notre base de données. Ensuite, ces données sont transmises à nos clients, des bureaux d'architectes ou des développeurs de projets, des décorateurs d'intérieur. Et ils choisissent ce qui leur convient. Yannis constate énormément de gaspillage, en particulier sur le marché de la location immobilière. Quand un locataire emménage, il va choisir de nouveaux meubles, mettre un éclairage neuf, puis au bout de quelques années, il déménage ou réaménage son intérieur. À ce moment-là, il va tout jeter et tout remplacer par du neuf. Et parfois, ça ressemble même à ce qu'il avait avant. La première étape du recyclage consiste à démonter les éléments encore utilisables. Dans une agence de musique, des cloisons de séparation provenant d'un immeuble de bureaux à Francfort ont été livrées. Reconditionnées, elles ont ici une seconde vie. Vous les avez repeints, c'est ça? En orange, c'est cool. La construction circulaire implique de repenser et d'utiliser de manière créative ce qui est disponible. Et ce n'est pas bénéfique que pour le climat. Quand on est impliqué dans une déconstruction, on peut économiser en moyenne 30% des coûts de démolition. Mais ce n'est pas tout. On économise aussi 40 à 50% de CO2. C'est énorme. Tout en étant moins cher de 30%. Lors d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, on propose des matériaux à un prix inférieur de 20% par rapport au neuf, tout en offrant la même qualité et la même garantie. On ne voit pas que le matériau a eu une première vie. Si c'est possible, il faut le faire, bien sûr. Mais concernant ce qu'il est possible de faire, je dirais qu'il ne faut pas amplifier le phénomène, ni exagérer. Car finalement, il ne reste pas beaucoup de matériaux à réutiliser. Pendant des décennies, notre industrie du bâtiment a complètement ignoré l'idée de circularité et de réutilisation des matériaux. C'est pour ça que nos bâtiments ne sont pas conçus pour être démontés et recyclés à la fin de leur vie. Le secteur du BTP n'a pas été organisé dans ce sens. Il existe des start-up et des projets de recherche. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne qu'à une toute petite échelle. D'ici quelques années, nous construirons des bâtiments à énergie positive au prix du marché. Le terme de bâtiment à énergie positive n'a pas de définition claire. Il signifie que quelque chose a un effet positif sur la nature. Par exemple, quand un bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Nous cherchons à maîtriser la question du CO2 et à concevoir des bâtiments qui permettent la circularité. Et il faut que ce soit rentable. Quand on démolit une maison, qu'est-ce qu'on fait des gravats?
Les entreprises de démolition affirment qu'elles recyclent plus de 90% des matériaux. Mais le recyclage au sens strict du terme signifierait qu'on réutilise les matériaux enlevés à des fins équivalentes. Ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. La grande majorité des matériaux sont réutilisés dans la construction de routes ou de décharges. Ils ont moins de valeur. Le bâtiment qui abrite le siège de Konkular est un exemple parfait de construction circulaire. Il a été construit à 70% avec des matériaux recyclés. Konkular a déjà accompagné plus de 450 projets de la petite cloison de séparation à des quartiers entiers. On travaille avec les plus grands gestionnaires de portefeuilles immobiliers, publics et privés, mais aussi l'État, des villes comme Berlin et Munich, la Deutsche Bahn, DHL et d'autres. Tous ont compris qu'il fallait agir. Ce sont des projets de grande envergure, comme des centres commerciaux, des aéroports, des stades, de grands immeubles de bureaux et des quartiers entiers. À Vienne, tout un quartier est planifié de manière circulaire. À Bielefeld aussi. Ça prend de l'ampleur. Cependant, les normes actuelles en matière de construction rendent souvent la mise en œuvre difficile. C'est pourquoi Konkular réfléchit aussi à de nouvelles réglementations en matière de construction circulaire. Une base de données doit recenser tous les bâtiments en Allemagne afin de déterminer quels matériaux sont utilisés et où. L'architecte bulgare Elena Petrova dirige l'équipe en charge du logiciel. Voici l'évaluation finale d'un bâtiment. On retrouve toutes les informations sur les quantités de matériaux utilisés. J'y ai ajouté les émissions de CO2. Nous travaillons avec les plus grands entrepreneurs immobiliers, des gestionnaires de portefeuilles immobiliers, mais aussi avec de nombreuses sociétés de conseil et des bureaux d'architectes. Grâce au logiciel, nous voulons permettre à ceux qui le souhaitent de planifier en amont des constructions vertueuses et prometteuses pour l'avenir. Dans l'idéal, les matériaux sont transportés directement du site de démolition jusqu'au nouveau lieu d'utilisation. Si c'est impossible, ils sont stockés dans un entrepôt avec d'autres matériaux et objets qui n'ont pas encore trouvé preneur, mais qui sont trop précieux pour finir à la décharge. On a là des lampes industrielles de l'entreprise d'État Narva, qui datent encore de l'époque de la RDA. On les a récupérées dans un hall industriel à Berlin, juste en face du Berghain. Konkular n'en est qu'à ses débuts, mais l'entreprise a un objectif clair, faire de la construction circulaire la nouvelle norme. Aujourd'hui, 1% des matériaux sont réutilisés. Si on en réutilisait ne serait-ce que 10%, ce serait déjà 10 fois plus. Le potentiel est énorme, mais il n'est quasiment pas exploité. Vous dites que la construction de bâtiments neufs est difficilement compatible avec les limites de notre planète. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas considérer la maison individuelle comme un modèle dépassé ? La maison individuelle est la forme la moins adaptée, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de surface extérieure par rapport au nombre de personnes qui y vivent. En hiver, une grande partie de la chaleur se perd à travers les murs extérieurs. Ce n'est pas bon. De ce point de vue, il est bien sûr préférable de densifier l'habitat. Donc pas de maisons individuelles, pas non plus de maisons à 2 ou 3 étages, mais des bâtiments de 5 ou 6 étages. Je ne suis pas encore au stade des grandes tours, mais je pense à des lotissements avec des bâtiments de plusieurs étages. Si j'aménage ces logements de manière agréable et vivable, si je crée des espaces semi-publics, des espaces verts, peut-être même des espaces communs, alors je crée un habitat de qualité qui peut aussi intéresser des familles. Malgré tout, nous avons approuvé la construction de 80 000 maisons individuelles chaque année au cours des 10 dernières années. La vraie question est de savoir ce que nous pouvons nous permettre, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi et surtout pour les générations futures. Si le désir des gens a des conséquences graves sur l'environnement et le climat, alors il faut absolument se demander si c'est acceptable et si on peut continuer comme ça. Notre façon de vivre a changé au fil du temps, mais le manque d'espace est un problème récurrent.
Avant l'époque moderne, les gens vivent le plus souvent dans une seule pièce avec leurs animaux. Pendant des siècles, les villes médiévales manquent cruellement d'espace. L'industrialisation entraîne un engorgement des cités ouvrières et les guerres provoquent régulièrement des flux de réfugiés et des destructions à grande échelle. Aujourd'hui, 16,8% des logements dans l'Union européenne sont considérés comme surpeuplés. L'Allemagne et la France se situent plutôt dans la fourchette basse. Jamais auparavant dans notre histoire, autant d'êtres humains ont eu des espaces de vie aussi grands. En France, la surface habitable moyenne par habitant en 2024 est de 47 mètres carrés, ce qui représente 1,8 pièces. C'est 2 fois plus qu'en 1965. Cependant, cet espace de vie est inégalement réparti. Les personnes âgées vivent dans des logements nettement plus spacieux que les plus jeunes. Selon les spécialistes, 30 mètres carrés par personne est la limite pour un habitat durable. La question du nombre de personnes vivant dans un espace donné est un levier très important. Les gens achètent un logement ou construisent une maison pour leur famille. Puis les enfants partent, les personnes âgées restent seules et se retrouvent avec 200 mètres carrés. Faisons un calcul abstrait. Si nous avions 0,02 personnes de plus par ménage, nous n'aurions plus de problème de logement. Vraiment? Oui. Ça équivaut à 400 000 logements. Avons-nous le droit d'habiter où nous voulons? Tout dépend de la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Il y a en principe assez d'espace en Allemagne. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de forcer les gens ou de leur faire la morale en leur disant « Si tu n'emménages pas là-bas, alors tu es foncièrement mauvais. Tu as travaillé dur pour obtenir ton logement, mais aujourd'hui tu as 65 ans. Eh bien, tu devrais quitter tes 80 mètres carrés et céder la place à une famille. » Il faudrait inciter les gens à vivre à nouveau au sein de foyers plus grands, qu'il s'agisse d'une famille, d'une colocation, d'un logement intergénérationnel. Une solution évidente serait d'essayer de motiver les gens à vivre là où il y a de l'espace. Par exemple, dans les zones rurales. Absolument. D'accord. Mais il y a une forte tendance à l'urbanisation. D'un autre côté, depuis la Covid, nous sommes davantage prêts à faire du télétravail. La ministre de la Construction a d'ailleurs proposé d'aider financièrement ceux qui déménagent dans des zones rurales. Pourquoi pas? Les gens qui disent ça veulent vivre à Berlin. Ils ne déménagent pas pour aller à la campagne en Lusace. Oui, cette envie de campagne existe, tout comme le télétravail. Mais la tendance inverse existe aussi. Les grandes zones urbaines se densifient, car c'est là que les gens veulent vivre. Ceux qui ont de l'argent peuvent choisir où ils veulent vivre. Ceux qui n'en ont pas doivent aller là où il y a des opportunités. Et je crains que cela ne change pas. Néanmoins, la question est légitime. Les gens ont des souhaits, d'accord. Mais faut-il toujours les réaliser? Je ne pense pas. Construire est-il trop cher? Non. Construire, c'est trop cher. Oui. Vous vivez dans du neuf? Non. Non. Peut-on construire de manière économique et durable à la fois? Oui. Oui. Avez-vous plus de 30 mètres carrés par personne? Oui. Oui. Le secteur du BTP propose-t-il trop peu de matériaux de construction durables? Du moins aujourd'hui. Oui. Oui. Soutenons-nous les mauvaises techniques de construction? Oui. Non. Les politiques publiques de construction de ces dernières décennies ont échoué. Oui. Probablement oui. D'un côté, nous avons des défis de durabilité à relever dans la construction, mais aussi des défis sociaux, comme offrir l'espace de vie nécessaire et souhaité par chacun. Considérons ces deux aspects. Y en a-t-il un qui pèse plus lourd que l'autre?
À l'heure actuelle, je dirais que notre société doit fonctionner. Elle doit rester soudée. Sinon, tout est perdu. Donc la priorité pour moi est de résoudre la question sociale. Chaque fois que nous construisons une nouvelle maison, aussi moderne soit-elle, nous aggravons les problèmes que nous avons déjà. L'Allemagne a-t-elle fini de se construire? En principe, oui. Vraiment? Nous savons tous que la courbe de population aura atteint son apogée dans quelques années, puis qu'elle commencera à baisser. Et à cet égard, l'Allemagne est un pays qui a fini de se construire. Fini ou pas, nous devons nous préoccuper davantage des conséquences du secteur de la construction sur le climat en Europe. Mais c'est là que les choses deviennent compliquées. La construction de logements a manifestement deux grands défis à relever. La question sociale d'une part et la question de la durabilité. Nous ne pouvons pas continuer à imperméabiliser les surfaces et nous devons réduire les émissions de CO2 dans le BTP. Ce que j'ai aussi appris aujourd'hui, c'est que nous pouvons tous contribuer à résoudre le problème de la pénurie de logements en revoyant nos propres exigences en matière d'habitat. Si nous y parvenons, nous aurons beaucoup avancé sur la question de la durabilité et sur la question sociale.